Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien. C'est Fabien, on se retrouve pour un nouveau podcast qui est consacré au circuit des Grands Prix, qui contient donc 6 étapes qui permettent de dégager les 6 finalistes de chaque catégorie pour les qualifier pour la finale du Grand Prix qui aura lieu au mois de décembre à Nagoya au Japon. Cette semaine, c'était le skate Canada. Nous allons donc orienter ce podcast comme à chaque fois en deux parties. La première, ce sera le résumé du skate Canada et la seconde, la présentation du prochain Grand Prix qui aura lieu au Japon. Avant de commencer ce résumé, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram et également nous contacter par mail et nous rejoindre en remplissant les formulaires qui sont sur les réseaux ou sur notre site. Pour commencer ce Grand Prix, qui est donc le troisième de ce circuit, il permettait de pouvoir découvrir les premiers finalistes pour la finale du mois de décembre et on a pu en connaître quelques-uns, même si dans certaines catégories il y a eu des surprises et la situation a été plutôt indécise. Chez les couples, on commence par une surprise avec la victoire à domicile du duo canadien Dina Stelato-Dudek et Maxime Deschamps qui avaient un petit peu raté leur programme libre à Angers. Cette fois-ci, ils ont très bien réussi l'ensemble de la compétition. Petite hésitation dans le libre avec un double salco pour elle, mais globalement un très joli programme, une très jolie compétition et surtout un backflip assisté dans le programme court assez inédit qui nous propose cette saison sur leur Carmina Burana. La surprise, c'est de voir que les Allemands, Aze Volodin, qui sont médaillés mondiaux, ne sont finalement que deuxièmes. Ils ont réalisé un superbe programme court qui les a mis nettement en tête avec 77 points, mais un libre très très difficile pour eux. On n'était plus habitué à les voir autant souffrir. Deux chutes, une sur la séquence de saut avec Salco et Axel, et l'autre sur un saut lancé. Ils ne terminent que troisième de ce programme libre. C'est une déception pour eux. Ils auront encore un Grand Prix pour se qualifier en finale où les Canadiens sont déjà inscrits. La troisième place est complétée par les Américains Kem Oshii, qui ont très bien patiné leur programme libre. Ils avaient eux aussi un petit peu raté leur programme court, ils n'étaient que quatrième. Ils ont réussi un excellent libre, avec juste une erreur, là encore, sur une séquence de saut. Mais globalement, un très joli programme, bien inspiré, et une deuxième place dans ce programme libre. Chez les filles, on attendait beaucoup de la surprise d'Angers, Ami Nakai, la japonaise, pour se qualifier pour la finale et pourquoi pas signer une nouvelle victoire. Elle a été un petit peu en dessous du niveau global qu'elle avait pu afficher à Angers avec une chute sur le triple axel lors du programme court et avorté dans le programme libre et globalement une forme un petit peu moins bonne. On l'a senti un petit peu plus poussive, un peu plus hésitante sur les sauts, un peu moins investie également dans l'interprétation de ses programmes. Sans doute, il fallait gérer la pression de cette première victoire en Grand Prix. Néanmoins, après une quatrième place dans le programme court, elle a réussi à remonter au troisième rang, ce qui la qualifie d'office pour la finale de Nagoya. Finale de Nagoya où ne devrait normalement pas figurer l'américaine Isabeau Levito, quatrième à Angers, et qui visait la victoire ici au Canada pour avoir une chance de se qualifier. Malheureusement, malgré deux beaux programmes dans l'ensemble, bien qu'une interprétation un peu fade dans certaines de ses chorégraphies, notamment le programme court, Isabeau ne termine que seconde. Elle a surtout été pénalisée par les sous-rotations dans beaucoup de sauts, et notamment les combinaisons, en cause sa technique un petit peu trop vers l'avant sur certains sauts qui n'a pas échappé au juge. Elle perd 10 points, par exemple, entre la sortie de la note technique après son programme et au moment du score final. La victoire revient à la japonaise Moneshiba. C'est sa première victoire en Grand Prix. Ça a été la plus solide de toutes les patineuses, avec un sans faute sur son programme court, malgré des rotations un petit peu limites sur un programme qu'elle avait gardé de l'an dernier sur Donna Summer, et un programme libre très bien interprété sur Roméo et Juliette, où elle a su allier douceur et élégance. Là aussi, un sans faute en apparence, car le score technique est descendu, comme pour toute la compétition d'ailleurs. Il passe de 78 à 73, mais ça ne l'empêche pas de gagner. Avec cette victoire, elle se place bien sûr en position très favorable pour la finale. Ce qu'on peut retenir de cette catégorie dames, c'est que les notations étaient globalement assez sévères sur les sous-rotations. Par exemple, Brady Tennell qui se fait sanctionner sur beaucoup de sauts et qui termine quatrième, ou encore, on en a parlé, Isabeau Levito. En ce qui concerne la catégorie hommes,
il y avait un enjeu très important, c'était de savoir si Ilya Malinine, l'énorme favori pour les Jeux, allait, oui ou non, poursuivre sur sa lancée et être dans l'excellence. Bien, la réponse est bien évidemment oui, car Ilya Malinine a de nouveau survolé la compétition avec un programme court parfait comme à Angers, même s'il a scoré un petit peu moins bien en raison d'une rotation un petit peu limite sur le quadruple Lutz. En revanche, alors qu'il se dit diminué et légèrement blessé, bien là encore, ça ne s'est pas vu du tout dans le programme libre, avec un programme libre fantastique techniquement, 6 quadruples sauts, et oui, 6 quadruples. Il a fait en fait tous les sauts du patinage en quad, sauf l'axel, qu'il sait pourtant faire. On peut donc noter 2 quadruples Lutz, un quadruple flip, un quadruple salco, un boucle piqué et un boucle. Avec également donc les 2 triples axel, dont un en séquence avec un quad salco, c'est juste prodigieux. Et bien sûr, ce backflip à jambes décalées qu'il fait très bien dans sa suite chorégraphique. On peut encore lui reprocher un patinage artistique pas encore aussi imprégné, pas encore aussi interprété par rapport à ses facilités techniques, même si les composantes montent beaucoup trop d'ailleurs, notamment sur le programme libre. Cela lui permet d'ailleurs, avec un score technique incroyable, de battre le record du monde du programme libre, qui détenait depuis les mondiaux 2024. Si on peut se réjouir de cette magnifique performance technique, on peut en revanche être un petit peu déçu du fait qu'il soit noté aussi haut en composante, car cela va l'encourager à rester sur le même registre, et c'est un petit peu dommage, car on aimerait voir ce patineur encore plus complet. La deuxième place, et c'est une surprise, elle est remportée par l'Estonien Alexandre Selevko. Selevko qui avait été médaillé européen en 2024 et qui la retrouve à un niveau fantastique. Troisième du programme court, il réalise un excellent livre avec notamment un quadruple Lutz pour la première fois et un quad piqué. On peut noter une chute malheureusement sur le triple axel, mais deux compositions très modernes, très incarnées, et lui aussi se replace en vue d'un podium au championnat d'Europe. La troisième place, c'est un petit peu une résurrection, une revanche pour Kao Miura, qui avait connu un programme libre désastreux à Angers et qui ici a réussi un bon programme court malgré un quadruple boucle piqué retourné. Il a repris son ancien programme libre sur les parapluies de Cherbourg. Ce n'est peut-être pas le choix artistique le plus novateur et le plus heureux qu'il ait fait, mais ça lui réussit, car il réussit quand même 3 quadruples pour commencer. Malheureusement, la fin de programme est un peu plus difficile avec une séquence de sauts à accrocher, un quadruple retourné. Cela suffit néanmoins à assurer un podium et à lui permettre de se rassurer en vue des championnats nationaux, car bien évidemment, la finale n'est plus possible pour lui. Finale dans laquelle, bien sûr, va figurer Ilya Malinine, mais dans laquelle ne figurera pas Selevko, qui n'a pour l'instant qu'un seul Grand Prix. Pour espérer en avoir un autre, il faut un forfait dans une des épreuves restantes. Petite déception également pour Kazuki Tomono, le japonais, qui a réussi un très bon programme court en terminant deuxième, mais qui, comme souvent, a un petit peu craqué dans le programme libre, malgré des propositions toujours intéressantes et un patinage très très fluide. Cinquième place pour Nika Egadze, qui lui aussi, après son podium à Angers, a un petit peu faibli lors de ce programme au Canada, avec notamment un libre un petit peu difficile et une grosse chute sur le quadruple salco. Enfin, du côté français, une déception pour Kevin Emos, qui revenait d'une blessure qui s'était donnée il y a un mois au niveau du pied. Il n'a repris les sauts que la semaine dernière. Cela s'est vu dans le programme court où il ne tente pas volontairement le quadruple boucle piqué, mais réussit quand même un programme sans faute, avec triple axel et triple Lutz, et une proposition magnifique sur le lac de Jean-Michel Blais et Judas de Lady Gaga. Très investi artistiquement, il est battu de manière très surprenante d'ailleurs par Malinine sur les composantes dans ce programme court. En revanche, dans le programme libre, on a senti le manque de rythme. Après un quadruple boucle piqué très bien réussi et un triple Lutz double boucle piqué, malheureusement, ça se gâte ensuite avec une chute sur le triple boucle, une chute très malheureuse sur le triple axel alors que le saut était quasiment fait, une chute en fin de programme sur le triple flip et un triple Lutz non déclenché. On peut néanmoins noter que sur ce boléro, Kevin, qui avait si souvent lâché par le passé, a su tenir sa chorégraphie jusqu'au bout. Il n'a pas lâché et surtout, il n'a pas craqué émotionnellement à la fin de son programme. C'est plutôt encourageant pour les semaines à venir. On attend de le voir très en forme, on l'espère, au skate américain dans 2 semaines. Enfin, la catégorie danse, c'était la catégorie la plus attendue pour les fans canadiens avec Piper Gills et Paul Poirier. On les attendait aussi pour pouvoir les comparer. C'était les derniers favoris pour le titre olympique à rentrer en scène.
l'impression est finalement assez mitigée, car s'il s'impose, grâce notamment à une bonne danse courte bien interprétée avec 85 points, c'est le meilleur score sur ce début de saison international, donc devant Gibson et Chuck Bates. En revanche, le libre a été très problématique. Ils ont choisi de reprendre leur ancien libre sur Vincent Van Gogh en y apportant des ajustements, mais malheureusement, un porté n'est pas monté. Piper glisse sur les genoux de Paul au moment de l'envol. Paul réussit avec beaucoup d'aplomb à sauver le porté, mais malheureusement, il n'est que de niveau 1 avec des grades d'exécution négatifs, ce qui leur fait perdre énormément de points. Ils sont battus dans le programme libre, mais grâce à leur avance dans la danse courte, cela leur permet de remporter la compétition. Ce n'est pas très rassurant pour les semaines à venir. Il faudra travailler davantage ce programme libre où ils ont semblé quand même un peu raides par moment. La deuxième place, elle est pour les Lituaniens Reed Ambrulevicius, qui sont un peu la révélation de la saison, alors que leur saison dernière avait été très délicate. Ils ont réussi pour l'instant un carton plein sur cette saison avec une victoire lors de la qualif olympique, un podium à Angers avec la troisième place et une très belle deuxième place ici avec des scores identiques à ceux d'Angers et un score total autour des 200 points. Troisième et deuxième, ça leur permet d'espérer une place en finale du Grand Prix. Ils sont pour l'instant plutôt bien placés. En troisième place, on retrouve les Canadiens Lajoie Laga, qu'on pouvait penser plutôt second à la base sur nos pronostics, mais ils ont été eux aussi très poussifs. Une erreur dans la danse courte sur la suite de pas, puis une erreur avant la suite chorégraphique dans le programme libre, ont un petit peu altéré ce programme sur Nourieff, où Zachary a semblé plutôt raide et fermé. Et également le cas pour Carrera Ponomarenko, qui a pris une bonne danse courte, ont commis trop d'erreurs dans le programme libre et qui sortent du podium pour terminer donc quatrième. La qualification de ces deux couples en finale est très compromise. Il faudra briller au Skate America où les deux couples seront alignés. On va maintenant s'intéresser au NH4 Trophy la semaine prochaine, qui se déroulera donc au Japon, comme le veut la tradition. Ce sera une compétition qui sera diffusée sur Eurosport et sur la chaîne YouTube de l'ISU très tôt. Donc il faudra être matinaux si vous voulez assister. Il faudra que vous soyez très matinaux si vous voulez assister à cette compétition. Il y aura bien sûr des résumés. Elle sera très intéressante car on va voir de nouveaux favoris, de nouveaux qualifiés également pour la finale. Chez les dames, on suivra par exemple Kaori Sakamoto qui sera opposée à Wakaba Iguchi, sa compatriote, et surtout Alona Hendricks qui fait sa rentrée sur les Grands Prix après une année de blessure. Donc ce sera à suivre. En couple, on aura comme engagé du côté français les Kovalev qui seront opposés aux champions olympiques en titre Suhan qui sont en train de faire leur retour et également aux Hongrois Pavlovia Shevchenko sur le podium à Angers et aux Italiens Contimachi, brillant déjà en Coupe de Chine la semaine dernière. Chez les hommes, on suivra bien sûr Yuma Kajiyama qui sera opposé là, notamment à François Pitot, à Matteo Rizzo. Donc ça va être un plateau très relevé. On pourra également suivre Boyanjin et bien sûr Shun Sato ainsi que Yun Wansha et Lucas Brigi. Donc un programme très chargé chez les hommes et un podium qui n'est pas si facile à prévoir finalement. Enfin, chez les danseurs, ce sera un petit peu la revanche d'Angers, car on suivra les Italiens Guignard Fabri, quatrième lors de ce premier Grand Prix qui avait été très très déçu. Ils seront opposés à Gibson qui ont terminé second à Angers après avoir dominé la danse rythmique. Et également, ce sera l'attraction de ce Grand Prix, le grand retour des Shibutani, qui avaient été médaillés aux Olympiques en 2018, qui n'ont plus patiné donc depuis 7 ans, et qu'on retrouve pour cette saison. Ce sera le premier de leurs 2 Grands Prix, et ils visent évidemment une qualification en finale et un podium olympique à la fin de cette saison. Voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. Encore une fois, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à remplir les formulaires sur nos réseaux sociaux et sur le site, à nous suivre régulièrement sur Facebook et Instagram ou à nous contacter par mail si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.